Bonsoir à tous. Ce soir, ça va du coup être un live en radio libre un petit peu, qui va en gros être... j'ai deux modos avec moi qui vont être là pour discuter des sujets qui vont être abordés. Ça va être pendant 1h30 manga et 1h30 jeux et films. Donc ce sera vous qui passerez dans le vocal, vous pourrez exposer vos idées, on pourra discuter. Du coup déjà bon anniversaire de Shen. Merci. Et c'est bon, je peux souhaiter ça. en gros, si on met tous les persos les persos importants bien sûr de Jojo de la partie 1 à la partie 5 dans un endroit spécifique, qui sort gagnant en fait. C'est Cars du coup. Cars forcément. Ouais. Parce que on va pas se cacher que Joseph il a eu un coup de chance incroyable pour battre Cars. Oui, Et si Joseph avait pas eu un volcan sous la main, on serait tous morts en soi. Sinon, pour moi, ce serait soit Giorno, soit Diavolo. Parce que Dio, s'il fait jour, il est un peu détruit. Quoi. Je pense que Cars se ferait éliminer par Giacchio en raison de son stand White. Mais si on parle vraiment d'un Battle Royale, je pense que le suprême king du truc, ça sera Risotto. Je dirais soit Jotaro, soit Jotaro partie 4, Oui, donc avec quand il a The son World. ou Diavolo. Je rejoins Sims et je vais dire Diavolo parce que son pouvoir est quand même très fort et que je pense que personne l'aurait battu sauf s'il y avait eu Gold Experience. Ouais. Je pense que Cars aurait pu gagner si ça avait été que partie 1 et partie 2, mais si on inclut la partie 4 et la partie 3 et la partie... C'était pas du tout dans l'ordre, mais bref. si on inclut les parties avec les stands, je pense qu'il ferait pas le poids. Mais je pense que Rohan gagne en fait, parce qu'il a juste à écrire « Tu es mon allié » et une fois qu'il y a plus de personne, tu te suicides. Ouais, mais je pense pas quand même que dans un Battle Royale de 100 personnes, t'as le temps de passer derrière les 100 personnes et d'écrire ça à chaque fois. Y a pas Ça dépend de où il tombe. Ouais, non mais même n'importe où, au bout d'un moment il y a quelqu'un qui va se tourner, il va juste, tu vois même pas besoin de se tourner à tes genre vision périphérique, et on voit il commence à avoir des mecs qui se suicident, ça va faire plus du 1 contre 99. Notorious Big gagne, 100%. Ah oui, clairement. C'est Un pas stand faux, immortel. c'est pas faux, ouais. Dommage que ça soit un stand de merde comme Notorious Beat qui finisse par gagner quoi. Qu'est-ce qui serait nécessaire en fait pour une adaptation de Berserk réussie? En vrai, si on prend des graphismes, enfin des beaux graphismes, même pas excellents, même pas, parce que c'est compliqué de redessiner ce que Berserk retranscrit, ouais. Mais pour moi il faudrait de nouveaux bruitages, les doubleurs sont excellents, par contre les doubleurs sont incroyables, et les OST par contre dans l'anime, elles sont golden. Il faut que ça soit un studio qui ait pas peur d'animer ce qui a été fait, parce que forcément avec tout ce qui est diffusion etc, des viols etc, c'est toujours un peu compliqué pour des studios de se dire on prend ça et on le fait. Et en fait il faut un studio qui n'ait pas peur d'oser faire les choses avec Berserk. En effet pas de la CGI, du vrai dessin, de qualité, sale, sombre. Non mais vous aimez trop changer de pseudo, vous aimez trop changer de pseudo, c'est plus. Non mais Charon je l'ai mis juste pour faire passer les mecs dans le live. Tu vois comme Charon il fait passer les gens sur le fleuve du Styx. Oh, il est quoi le bidule? C'est quoi le bidule? As-tu? Ouais. As-tu? Bon. Qu'est-ce qui fait un bon manga? Déjà, qu'est-ce qui fait pour moi, pourquoi j'aime un manga? Déjà l'univers, faut que j'aime. Logique, merci. Les personnages aussi, il faut qu'il y ait des personnages, comment dirais-je? Non, mais il faut qu'il y ait des personnages assez charismatiques qui sortent du lot, qui ont aussi de bons objectifs, parce que désolé, sur la façon, c'est assez nul comme argument que je donne. Et aussi, point important pour que j'aime un manga, les dessins. Voilà, voilà. Mes arguments sont nuls, mais c'est pourquoi j'aime un manga, parce que personnellement, faut qu'il y ait de la guerre. La guerre, avec guerre. Shonen, quoi. Sims, tu prends des douches de testostérone quand ça se voit. T'es la seinen, t'as besoin de guerre, t'es fou. Ça se voit, tu bois tes boissons dans un crâne. Si on part du côté de l'antagoniste, si on se retrouve face à un antagoniste qui se contente pas d'être juste « ah gros je suis le méchant », et qui a, en gros, si jamais on a l'antagoniste, qu'on se met du point de vue de l'antagoniste avec sa manière de penser, comment il a vécu la vie et comment il a construit sa réflexion, si jamais on se met de son point de vue et on commence à se dire putain ça fait un peu sens,
En général, l'antagoniste est intéressant pour moi, et ça, je trouve que ça peut être un gros point fort. Ça peut être Griffiths, même si je sais que ça a fait beaucoup débat dans les commentaires de ma vidéo. Griffiths dit que Griffiths, ça pouvait être explicable. Il y a des gens dans mes commentaires qui ont fait quoi? Tu considères que Griffiths c'est excusable? J'ai fait, c'est pas ce que j'ai dit, mais c'est pas grave. Parce que ça peut souvent être agrougou, et évidemment que les motivations soient un peu intéressantes et pas juste je veux détruire le monde, parce que ça commence à être un peu déjà. Évidemment, des personnages principaux intéressants, comme disait Sims, qui ont par exemple un personnage de shonen, si il a des problématiques de personnage de shonen, ça va pas me gêner tant qu'il les développe d'une manière un petit peu différente. Je vais revenir à Jujutsu Kaisen, je trouve qu'Itadori est un très bon personnage parce qu'il a des motivations de personnage de shonen, mais ça va pas être le oui je suis gentil et le monde est beau, je vais voir quelqu'un, non le monde est horrible, si le monde est beau, oh tu as raison le monde est beau. C'est-à-dire que le talk no jutsu ça va bien 2-3 fois, mais au bout de la 56e, je pense qu'on a compris. Hein. Bienvenue. Bonsoir, j'espère que vous allez bien, quand même, que vous passez une bonne soirée, c'est la base quand même, c'est l'anniversaire. Parce que tout le monde vient là, discute, mais personne demande si ça va. Merde. Tout le monde va bien? Tout le monde répondez. Est-ce que vous allez bien? Ouais, t'inquiète, je suis au fond de ma chaise. Là, je suis tout tombé. Du coup, moi j'avais une question parce que je t'avais revu l'autre jour, Pauline, rejouer à Cyberpunk. Est-ce que la hype qui a été autour du jeu a aidé à créer cette haine? CD Projekt a créé beaucoup trop de hype avec ce jeu. Le premier trailer c'était quand même 2012, c'était quand même il y a très longtemps. Donc on part du principe que quand tu lâches un trailer en 2012, le jeu est au moins en préparation. Chose qui je crois n'était pas le cas. Tu sais, j'avais l'impression d'avoir une espèce de liberté immense avec une ville avec beaucoup d'interactions. Et on va dire que j'ai eu la chance de pas y jouer quand il est sorti. Parce que j'avais pas de PC, parce que je savais que sur PS4 c'était la mort, donc j'y ai pas joué immédiatement, donc moi on va dire que j'ai eu le temps de m'éloigner de cette hype, et du coup maintenant que j'y joue, j'apprécie vraiment le jeu. Il y a des bugs qui sont chiants, il y a de la masse, enfin de la foule en ville, on dirait vraiment des gens qui marchent sans but, donc ça je trouve que c'est un peu dommage. Essayer de faire abstraction de ça quoi, parce que tu vois c'est pareil, t'as plein de gens qui s'étaient surhypés sur SNK, tu vois c'est l'exemple le plus récent que j'ai. Puis finalement, tu vois, en soi, moi la fin j'ai pas aimé, mais et je dis souvent que c'est de la merde, mais c'est faux, c'est pas de la merde, c'est juste que moi ça m'a pas intéressé par rapport à ce que ça aurait pu et parce que je m'étais hypé justement, mais tu vois, je vois quand même plein de gens à qui la fin a plu, donc tu peux pas dire c'est pourri. Donc moi je pense, tu vois, ces trucs de hype, faut surtout faire abstraction de ça le plus possible et kiffer dans ton coin. Des fois il y a des commus où t'as envie de les frapper, sans violence, hein, mais juste pour dire arrête, arrête parce que ça vient... L'une des raisons de la déception de Cyberpunk, c'est qu'il y a eu un différentiel énorme entre le produit qu'on a eu et la réputation qu'avait avant CD Projekt, qui était vraiment, mais c'était des dieux sur terre, quoi. C'était les mecs qui se foutent pas de ta gueule, ils font un produit fini. C'est à quel moment vous trouvez que le jeu vidéo, en tant que médium, passe d'un produit de consommation à vraiment une œuvre d'art? Est-ce que vous considérez que tout... Pardon? J'avais adoré ta question, donc je suis contente que ça soit... Ouais, c'est super intéressant comme question. Que vous trouvez que tous les styles de jeux vidéo peuvent être considérés comme des œuvres d'art à même titre que tous les tableaux, tous les films, tous les bouquins, etc. Ou est-ce que vraiment il y a toujours cette idée de consommation derrière, il y a vraiment qu'une élite, on va dire, qui se démarque de ça? Elle est vraiment super intéressante cette question. Par contre, c'est vraiment le genre de question où on peut partir dans un tunnel pendant 45 minutes. Ouais, donc je vais essayer de faire. Je vais essayer de faire court. Bah en fait, si on doit le considérer comme un art, bah faut déjà savoir à quel moment tu considères un médium comme un art en fait. Et le point commun entre la peinture, la sculpture, le cinéma, la musique et tout le reste, c'est qu'au bout d'un moment, ils ont des spécificités, ils ont des attributs spécifiques qui sont vecteurs d'émotion. Et pour moi, un jeu vidéo devient de l'art à partir du moment où, par justement cette interactivité et ce contrôle de l'avatar, tu réussis à faire ressentir une émotion au joueur. Parce qu'étant donné que le jeu vidéo, c'est un mélange de tous les arts déjà existants, bah, il a souvent tendance à faire naître l'émotion par ces différents arts. On a tous pleuré à la fin de Metal Gear Solid 3 ou de Red Dead Redemption. Mais ce qui nous a fait pleurer, c'est une cinématique. C'est pas du jeu, c'est une cinématique. L'émotion, elle venait pas du jeu. Et finalement, trouver un jeu qui réussit à faire ressentir quelque chose par le ludisme, par l'interactivité, c'est assez compliqué finalement.
Mais moi, ce qui fait que, par exemple, à la fin de Red Dead, j'étais autant attachée à ce personnage-là, c'est aussi parce que j'ai fait les choix moi-même et que j'ai pas regardé quelqu'un les faire à ma place et que j'ai vécu beaucoup de choses avec lui pendant à peu près 80 heures, 100 heures. Et il y a vraiment ce côté où les choix qu'il a fait, c'est les miens. Et j'ai pas regardé un écran avec un personnage qui vit une aventure sur lequel je n'ai aucun impact. Par exemple, vous pouvez me citer vraiment des jeux, genre, je sais pas, 2-3 jeux que vous trouvez vraiment qui transcendent vraiment le média et que vous considérez presque un jeu qu'il faut faire pour le message, comme tu dis, pour le vecteur d'émotion qu'il inculque. Je dirais The Last of Us 1, peut-être Persona 5, 3, je dirais peut-être Red Dead 2. Ouais, non, bah moi en chef-d'œuvre, moi je mettrais Final Fantasy X. C'est la seule œuvre devant laquelle j'ai vraiment chialé, tu vois, à la fin. Puis après, je mets FF13 pour les mêmes raisons. Mais c'est vraiment, tu vois, c'est cette sensation d'avoir un espèce de film interactif de 8-10 heures qui te fait trop t'attacher au personnage. Moi, je trouve ça vraiment grave cool comme concept. Les jeux que c'est pas mes jeux préférés, mais ce serait vraiment des jeux où je trouve que c'est quelque chose qui n'appartient qu'aux jeux vidéo et uniquement aux jeux vidéo. Le premier, ce serait The Witness. Si je devais en citer un deuxième, ce serait Her Story. Si je devais vraiment citer deux jeux que je considère comme de l'art vraiment vidéoludique, ce serait ces deux-là. Et tu vois, c'est marrant parce que c'est totalement différent en fait. Il y en a qui passent par le prisme de l'émotion. Et toi, tu passes vraiment par le prisme du ludisme, de ce que le jeu t'apporte en tant que joueur, en tant qu'humain. Du ludisme, vecteur d'émotion. Parce que j'ai ressenti des choses en jouant à The Witness. Et pourtant, tu vois, Witness, tu l'as pas fini, et Her Story, tu l'as regardé que via... Enfin, bref... je l'ai vu via une vidéo qui expliquait le jeu. Ouais, moi je serais pas capable de ça, je pense, tu vois. Comme quoi, t'as un recul sur la chose qui est intéressant en fait. T'es émerveillé devant un tableau. Après, je vois des gens, j'ai vu Dunkin qui disait que par exemple, à quel moment Fortnite et Fall Guys c'est des œuvres d'art. On va dire que pour me faire l'avocat du diable, quand on regarde Aladdin de Kev Adams, on va pas se dire que c'est une œuvre d'art. Et pourtant, le cinéma, c'est une œuvre d'art. Enfin, c'est de l'art. Donc, il faut prendre le genre dans son ensemble. Et il y aura forcément des exceptions où on se dit non, mais à quel moment c'est de l'art? Il faut que ça soit considéré comme de l'art. Et à nouveau, c'est un ensemble. Et forcément, il y a les petites coquilles et les poussins boiteux. Je sais pas si c'est ça l'expression, mais bref, il y a les. Il y a les canards boiteux, on dit. Les canards boiteux, merci. Sur la notion, enfin sur les jeux qui jouent avec la notion de méchant dans certains jeux, par exemple en nous faisant incarner un méchant implicitement ou explicitement, ou en justement jouant avec la dimension un peu de méchant pour certains persos qui sont censés être les héros. Je sais pas si c'est très clair. Si, je vois ce que tu veux dire. Incarner un personnage qui, d'un autre point de vue, aurait été un antagoniste, quoi. Voilà, c'est ça. D'accord. Tu vois, pour moi, jouer un antagoniste, tu vois, ça apporte un point de vue différent à l'histoire. Parce que tu vois, au lieu de si le perso que tu joues était l'antagoniste de ton jeu, tu te dirais ouais, vas-y, pourquoi il fait ça cet enculé? Et puis au final, à la place, tu peux juste te dire ah ouais, il est obligé de faire des sacrifices, il est obligé de faire ça alors que ça lui plaît pas forcément. C'est quand même intéressant de pouvoir avoir jouer des antagonistes parce que ça renouvelle quand même bien le genre. En fait, j'ai joué à plusieurs jeux qui justement jouaient avec cette notion de, en fait, tu joues un personnage, mais en fait, tu te rends compte que t'es le bad guy. Je prends l'exemple oui, on peut appeler ça une saga de jeu, la saga Overlord. Tu es le démon, voilà. Et ça te lâche dans le monde en te disant, voilà, maintenant tu fais ce que tu veux, tu domines les gens, tu les contrôles, tu les butes, tu fais ce que tu veux, mais tu es le méchant, tu fais ce que tu veux. Il y a quelqu'un, j'en profite, je prends vite fait la parole, il y a quelqu'un dans le chat, Metales, qui a dit dans Detroit Become Human, tu joues les gentils et à la fois le flic qui doit les descendre. Et j'ai joué du coup à Detroit Become Human, donc ça tombe bien. Et je suis d'accord que du coup c'est un parti pris intéressant. Et c'est vrai que moi forcément étant à la place de ces personnages-là, j'avais envie à la fois qu'ils s'en sortent. Et du coup je mettais des bâtons dans les roues dans mon personnage que je devais incarner, justement pour empêcher de faire ces actions mauvaises. Et il y a... Enfin, pour prendre un autre exemple, je sais pas si ça compte vraiment comme méchant, mais je vais prendre l'exemple de The Last of Us 2, où après, on finit par jouer Abby, qui
qui est le personnage qui est considéré un peu comme l'antagoniste de la première partie du jeu. Et quand on joue Abby, moi quand j'ai vu qu'on la jouait, je pensais que le jeu était fini, hein, honnêtement, quand il y a eu ce passage-là où on switch. Et quand j'ai vu qu'on finissait par jouer ce personnage-là, bah j'étais pas forcément contente au début, parce que forcément, là c'est un point de vue un peu différent, parce qu'on l'avait vue comme antagoniste et on passe ensuite en la jouant, on commence pas avec elle en jeu. Mais au final ça m'a quand même pas mal plu, parce que justement il y avait ce parti pris du... alors de ton point de vue c'est l'antagoniste, mais regarde son histoire, de son point de vue c'est toi l'antagoniste. Et j'ai bien aimé en fait ce parti pris. Donc c'est vrai que c'était une petite nuance que j'ai trouvée intéressante. Personnellement moi j'aime bien les jeux qui te permettent d'avoir cette vision un peu moins manichéenne, en mode il y a le gentil, il y a le méchant, tu joues toujours le gentil, point barre. J'aime plutôt bien, mais il y a aussi le parti pris du on te fait passer pour un héros et au final tu te rends compte que ce que tu faisais c'était absolument pas le travail d'un héros. Oui. Et je vais prendre l'exemple de God of War pour le coup. Ça me fume quand tu reçois des gens, t'es trop en mode institutrice, c'est oui alors tu vas nous lire ta rédaction. Bon vas-y, expose-nous ton petit sujet. Je sais pas comment emmener le truc moi. Pensez-vous qu'il est possible de faire de bonnes adaptations de films à partir d'un jeu vidéo? Que ce soit en animation ou en... Ok, c'est ce que j'allais te demander du coup. Ou en live. Bah je te prends l'exemple de Dragon Ball Evolution, voilà, je pense que j'ai pas besoin de... Oula. C'était pas sur l'ambulance là. Et je disais, putain, il y a un film Dragon Ball, ça va être trop lourd, incroyable, faut que j'aille voir. Bon, je suis jamais allé. Mais tu vois, en fait, le film est un désastre, et finalement, moi quand j'étais petit, bah j'aurais été prêt à y aller. C'est à des exécutifs qui veulent faire de la thune, et sauf que comme ils ont absolument pas la passion, bah ils partent en roue libre et ils se disent... tiens, vas-y, on va mettre un Kamehameha là, on va mettre une meuf bonne là-bas, et puis ça leur plaira, tu vois, tranquille. Je vais pas te mentir, j'étais petit, je l'ai vu au cinéma. Ouais. Et t'as aimé ou pas? Non. Il a l'air de pleurer. Non, là. ah ouais. Ouais, j'avoue, c'était la seule soirée là. Moi, je pense que pour avoir une bonne adaptation, il faut que ça soit fait déjà par des personnes qui aiment l'œuvre originelle. Je trouve que c'est important. Et je pense que c'est totalement faisable, il faut juste que, comme disait Krim, que ça soit fait pour des bonnes raisons. C'est des adaptations, et je sais qu'il faut respecter le matériel de base, c'est quand même hyper important. Mais il y a également un autre truc qui est important à garder en compte, c'est le fait que c'est une adaptation. Et dans le terme adaptation, il y a quand même le terme adaptation, waouh, Pauline Genius, mais ça veut dire qu'il y a une certaine liberté. Je pense que dans ce sens-là, il faut quand même que les personnes respectent pour pas frustrer, parce que ça vient forcément d'un matériel qui a des fans, et c'est quand même... il faut tenir ça en compte. Ce que t'as dit là au début, le fait que ce soit que dans le mot adaptation, il y a le mot adaptation. Non, mais je pourrais... Là, c'est Louder Queen en fait. Je pourrais jamais être autant d'accord avec ça. Parce qu'à partir du moment où tu adaptes d'un médium à un autre, d'un jeu vidéo à un film, d'un film à un livre ou n'importe quoi, tu passes d'un art à un autre, et donc du coup les codes changent totalement. Et il faudrait que les personnes à l'origine du matériel d'origine, oui c'est bon, c'est français, encadrent en fait. Moi je pense qu'il faudrait au moins qu'ils soient légèrement derrière. On le voit avec Game of Thrones, à partir du moment où George Martin a arrêté d'être derrière les épisodes, la qualité elle a quand même dégringolé, on le voit. Je crois que la série The Last of Us, Naughty Dog sera derrière la production de la série. Oui, on peut faire des bonnes adaptations, à condition du coup de donner le taf à des gens qui connaissent l'univers que tu veux adapter. Parce que du coup on peut prendre l'exemple de Sonic, qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Ah oui, bon exemple ça. Très bonne adaptation. Je pense qu'ils s'y prennent souvent pas de la bonne manière. Quels sont les moyens qu'a le jeu vidéo de raconter quelque chose, les moyens qui lui sont propres à lui, de préférence, et justement après, qu'est-ce qu'il peut raconter? Je vais commencer rapidement. Je sais pas si le jeu vidéo a une limite dans ce qu'il peut raconter par rapport à d'autres médias. En fait, je pense que c'est presque celui qui peut raconter le plus de choses avec le plus de moyens. Parce que forcément, quand on parle d'un livre, l'imagination fait beaucoup, mais c'est personnel. Tout le monde ne visualisera pas la même chose, alors qu'un jeu vidéo a le moyen de montrer de l'action, enfin un visuel, des sons et de l'interactivité.
Bah après, pour rebondir sur ça, t'as les casques VR maintenant, tu vois, donc Oui, c'est vrai. T'as pas beaucoup de... C'est pas un truc si démocratisé que ça, mais tu vois, c'est encore un autre avantage sur les films que les films pourront jamais compenser, tu vois, les casques VR pour le coup. Je suis d'accord. Donc moi, je sais pas s'il y a vraiment un plafond. Après, le principal frein aux jeux vidéo, en fait, c'est juste la créativité, ou plutôt le manque de créativité de ceux qui les font, quoi. C'est vrai que le jeu vidéo, pour le coup, par rapport aux autres médiums, c'est vraiment celui qui est le plus libre dans sa façon de développer son histoire. Parce que comme tu l'as dit, Pauline, il peut vraiment la développer de plusieurs façons, sonore, visuelle et interactive. Dire, tu peux même changer le gameplay. Tu peux faire tout ce que tu veux pour raconter une histoire, une cinématique, une musique, un texte, même simplement. Tu peux tout faire. Et personnellement, ce que j'aime, c'est là-dessus, je me renouvelle pas. Hein, c'est quand ils essaient de la raconter en investissant le joueur, en lui filant les commandes, en lui disant, écoute, soit on lui dit crée ton histoire de toi-même, ou alors juste t'as un juste milieu. On a une trame, mais tu peux également influer dessus. Tu as un contrôle là-dessus. Quelles sont les forces et faiblesses des open world et des mondes fermés? Et je pense que ça dépend de ce qu'il veut offrir. Par exemple, il y a plein de styles. Il y a les jeux que je vais dire couloirs, comme par exemple les Resident Evil. Les The Last of Us, c'est aussi des jeux couloirs. Donc c'est pas gênant parce que comme c'est des jeux qui se veulent raconter. Vraiment focalisé sur l'histoire, très peu sur le gameplay, et surtout il n'y a pas le système de RPG. Je trouve que c'est quand même le plus intéressant. Après, dans des mondes qui se veulent réalistes, comme Red Dead, comme The Witcher réaliste, on s'entend. The Witcher, il y a en plus le côté RPG. Je trouve que c'est un gros point fort. Après, l'open world, le truc, c'est que c'est un jeu qui est... Enfin, c'est un type de jeu qui a tellement été usé jusqu'à la corde, à la génération précédente, on en a vu partout, à toutes les sauces, que j'ai tendance en ce moment à plus m'intéresser aux jeux qui proposent quelque chose d'un peu plus fermé. Parce que les open world, l'open world, ça devient vite... Le problème de l'open world, c'est qu'il faut savoir quoi mettre dedans. Oui, ça peut faire... Et il faut savoir le rythmer surtout, faut savoir le rythmer parce que ça peut très vite devenir chiant. Bah tu vois, le truc c'est que c'est exactement ce que j'allais dire. Il y a Tristan67 dans le chat qui dit open world rime souvent avec monde gigantesque et c'est pas forcément une bonne chose. Ça c'est vrai, tu vois, parce que t'as open world, t'as le vrai open world où en fait tu peux aller n'importe où, ton perso doit progresser. Et après t'as des open world où on te dit ouais regarde ma map elle est ultra grande, tu peux aller où tu veux. Par contre, faut que tu fasses la mission 1 là, la mission 1 là, la mission 2 là, la mission 3 ici. Tu vois, ça c'est des open world où on te guide entre guillemets, tu vois. Si l'open world est mal géré, ça se sent. Et vaut clairement mieux un jeu couloir bien géré qu'un open world mal géré. Ouais, voilà, exactement. Parce que ça peut être plus maîtrisé. Et je vais prendre l'exemple de Cyberpunk. L'open world. Oui, c'est un open world, il est sympa, mais l'IA dans le jeu de la foule, j'en ai parlé plus tôt dans le live, donne pas en fait l'impression d'être autant dans un vrai monde que l'on le voudrait. Et là, je vais reprendre Red Dead 2. Red Dead 2, il y a ce système du coup vous savez, des événements indépendants qui arrivent quand on se balade. Du coup ça donne de la vie parce qu'on croise des personnes, on a de l'interaction avec des gens même au milieu de la pampa, donc forcément ça plaît. Et puis même en dehors de ça, moi à la sortie de Red Dead 2 je regardais des vidéos de mecs qui s'amusaient à suivre un PNJ toute la journée pour savoir comment il fonctionnait et où est-ce qu'il allait. Et il y avait... Non mais je te jure qu'il y a ces vidéos là, c'est génial. Et en fait chaque personnage, et c'est ça qui donne le vertige presque, chaque personnage a sa routine. Le matin il se lève, il va faire ça, le midi il va faire ça, l'après-midi il va faire ça, le soir il rentre chez lui, il va dormir. Et le truc c'est que par exemple Cyberpunk, je pense que si je suis un PNJ, j'aurais pas ça. Parce que je trouve que les open world se renouvellent trop peu. Oui. Bon, évidemment, il y a c'est un filon exceptionnel que les gros studios de AAA ont trouvé. Et du coup, ça fait 5 ans même peut-être 10 ans qu'ils l'exploitent jusqu'à la moelle. T'as pratiquement rien à faire dans la zone de vide, et t'as juste quelques îlots d'intérêt, et où là, t'as tout qui se concentre en fait. Les missions, les marchands, etc. Mais bien sûr, à contrario, t'as des exemples, comme Breath of the Wild par exemple, qui... Même s'il y a des zones qui sont un peu vides, tu peux faire
énormément de choses et enfin, il cherche pas le jeu à te restreindre, à t'emmener à tel endroit, à t'emmener à tel endroit. Justement, il te dit que tu peux aller partout, va partout. En plus, genre même quand tu dis vas-y, je vais aller là-bas sur le chemin, tu fais toujours des détours et au final tu vas à un endroit qui n'a rien à voir. Genre, je trouve ça très très fort. Par exemple, t'as un Subnautica où il se renouvelle dans le sens où c'est pas un monde qui est tant que ça horizontal, mais qui est beaucoup dans la profondeur. Oui. Bah, c'est du semi-couloir. Bonjour, ça fait longtemps. Et ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu, tiens. J'ai une impression de déjà vu. Je viens parler cette fois d'un sujet que je maîtrise beaucoup plus parce que je suis game designer. Bonjour. Ah, super. Du coup, je voulais avoir votre avis sur un truc qui fait très débat dans le game design en ce moment, notamment à cause des journalistes. Ouais. Est-ce que pour vous, il faut forcément que les jeux imposent s'imposent à eux-mêmes des difficultés faciles ou des difficultés mode histoire qui permettraient aux joueurs moins aguerris de pouvoir profiter du jeu? Ou est-ce que pour vous, c'est aux joueurs de s'adapter au jeu, peu importe la difficulté? Elle était trop bien ta question, je suis contente que tu passes. Ouais, ça dépend en fait de ce que tu essayes de faire avec ton jeu. Le truc c'est que, bon, l'exemple, l'éléphant dans la pièce, bien évidemment, c'est les jeux From Software, là-dessus, parce que c'est les jeux qui font le plus débat avec cette question de la difficulté. Le fait qu'il n'y ait pas de mode facile dans ces jeux-là, c'est vraiment que l'auteur, derrière, que le directeur, il souhaite proposer vraiment une vision précise, et que il offre vraiment ce qu'il veut offrir, et que tout ce qu'il considère comme parasite, bah, le fait, par exemple, qu'il y ait une difficulté facile qui dénaturerait le jeu pour un Dark Souls, il ne le met pas parce que c'est quelque chose vraiment qui est contraire à la vision qu'il pourrait avoir de son œuvre. En fait, la difficulté, ça va dépendre d'à quel point tu veux ouvrir ton jeu au public. Parce que, par exemple, si tu fais un jeu qui va raconter une histoire, si le gameplay est trop dur et que les gens n'arriveront pas à profiter de l'histoire, tu vois, c'est un peu dommage. Alors que pour le coup, l'exemple des Dark Souls, ça c'est un jeu qui est vraiment fait pour te pousser à te dépasser, pour t'énerver, quitte à casser du matos, hein, pour citer les plus éminents gamers d'entre nous. Mais ce que je veux dire, c'est que le but là, pour le coup, c'est vraiment pour parler un peu crûment, c'est un jeu fait pour être un connard, quoi. Pour ma part, je joue en normal, que ce soit The Witcher, Persona, je joue en normal, et même en New Game Plus, je m'augmente pas la difficulté, parce que c'est pas forcément le but de mes New Game Plus. Autre exemple, c'est Fallen Order, on a un sabre laser, quand on joue en normal, une bête qui n'a même pas d'armure, il faut 40 coups pour le tuer. On a un sabre laser. Au bout d'un moment, là, c'est même pas le niveau de difficulté, c'est la cohérence. Genre, je joue en normal, ça, je suis d'accord, c'est n'importe quoi. Et le truc, il lui faut 40 coups et il est même pas démembré. Alors moi, j'étais un peu en mode, bon, bah, je vais baisser la difficulté parce qu'au bout d'un moment, j'ai un sabre laser. J'ai un peu besoin de ressentir le fait que j'ai un sabre laser. Mais en tout cas, il y a des jeux qui méritent pas la difficulté qu'on leur donne. En tout cas, qui ne méritent pas qu'on ne laisse pas le choix. Parce que God of War, si la difficulté elle avait été au niveau d'un Bloodborne, je sais pas si j'aurais fini le jeu. Et il y a moyen que je sois passé à côté de plein de jeux si jamais ils avaient été trop durs. Mais d'un autre côté, quand on donne le postulat d'un Dark Souls, d'un Bloodborne en disant ça c'est des jeux durs et ils sont durs et il n'y a pas le choix, et bah quand on s'y lance et qu'on prend le temps de le découvrir et qu'on se donne la motivation de le faire, c'est hyper gratifiant. La vision côté GD, assez global, c'est de dire que le game designer est maître de son œuvre. Du coup, s'il veut mettre ou non un choix de la difficulté ou s'il met de la difficulté, c'est souvent réfléchi. Pour revenir sur le fait de se restreindre à un public, il faut savoir que dès début de la création de jeu, on cible le public qu'on veut. Et c'est jamais au hasard qu'on va faire quelque chose, c'est parce qu'on sait que ce public-là va être visé. Et par exemple, From Software ont leur public. Leur public est fidèle, on le voit avec la sortie d'Elden Ring, là, c'est la hype qu'il y a eu. Mais complètement. Et le public sera toujours là. Et pourtant, Dieu sait le nombre de journalistes qui ont ouvert leur grande gorge vis-à-vis notamment de Sekiro. Où il fallait dire oui, le jeu est trop dur, il faut lui mettre un mode facile, parce que nous on passe à côté de ce qui a l'air d'être un chef-d'œuvre. Ah oui, je me rappelle de ça. La difficulté d'un jeu ne devrait jamais être une raison de ne pas l'acheter, mais le fait que tu n'aimes pas qu'un jeu soit difficile, ça c'est une raison. Bon, en tout cas, du coup, bah, merci à Krim, merci à Sven, du coup, pour la partie jeux vidéo. Et merci, du coup, à Amir et à
à Sims qui était là pour la partie manga. Oui, on va dire quand même merci aux gens qui ont géré. Il y a Ismet qui a géré les personnes qui mouvaient d'un channel à l'autre. Il y a Zordinos qui a fait la modo sur Discord, sur Twitch avec également Nitroxone, que j'ai vu aller jouer à Rainbow Six Siege d'ailleurs. On en parle R6, on en parle tout à l'heure, Nitroxone, on a des comptes à régler. Mais en tout cas, du coup, merci aux personnes qui ont modéré. Merci à vous d'avoir été dans le chat et d'avoir participé. Merci aux personnes qui sont venues amener leur débat, c'était super intéressant. J'ai une commu géniale à chaque fois, que ce soit pour les FAQ ou pour ça, vous posez des questions qui sont toujours très intéressantes et très pertinentes. Donc ça me fait plaisir. Et bah écoutez, moi je vais clôturer le live. Et merci du coup pour... Oh putain, il y a LLT. Dis merci à LT quand même, avant de clôturer. Coucou. J'allais dire et puis merci pour les 1 an, pour celui qui me pète les 1 an, puis là je lis le pseudo. Bah merci beaucoup. Les 1 an de la chaîne, ça c'est passé hyper vite et bah merci à LT, ça me fait plaisir. C'est un bon cadeau d'1 an. Ah, ça m'a mis un coup de... Désolée, je suis une vieille fangirl moi pour ta chaîne LT, donc désolée, c'est normal, ça me fait tout chose. Longue vie à ma chaîne et longue vie à la tienne, vraiment, parce que tu fais un taf tellement génial et tellement inspirant pour ma chaîne que bah, je peux souhaiter qu'il dure... Bref, c'est pas très français. J'espère qu'il va durer le plus longtemps possible parce que franchement, je pense que je suis pas la seule personne que ça inspire énormément. Parce que moi, c'est au travers de YouTube, mais je pense qu'il y a des personnes, c'est au travers de l'art, au travers de l'écrit. Donc j'espère que tu vas continuer ce que tu fais. Et ça a pas pour but de devenir une vidéo fangirl, mais bon, bref, voilà. Il y aura des rediffs. Merci à LT du coup d'être passé rapidement sur le live, ça me fait trop plaisir. Et bah merci à vous d'être restés parce que franchement c'était trop bien et j'ai passé un super moment. Merci aux modos, merci au non-modo qui est Sven parce que c'est le seul qui est pas modo. Et on se dit à la prochaine du coup pour un autre live comme ça. Et probablement que le prochain live ce sera un let's play sur Cyberpunk, sur Persona 4 ou sur Yoppie Psycho. Allez, bah bonne soirée à vous tous, ciao ciao.